Bien, alors on va commencer cette conférence de presse. Je crois que les journalistes sont en ligne, plus monsieur qui est donc en présentiel. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait un petit mot de présentation peut-être de la journée. Quel était le thème et l'objectif de cette journée par Pierre Voller, qui donc est le maire des Ors, qui accueillait et organisait l'événement ici. On a également à ses côtés Christiane Barret, qui est la déléguée française à la présidence de la SFERA, donc la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. Monsieur Pancou, qui est vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis en visio, nous avons toujours Chantal Eméhoud, qui est vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je crois qu'il y a encore Liliane Lucchesi, qui est conseillère régionale Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Donc vous avez les trois régions françaises qui sont concernées par la SFERA. Pierre, peut-être en un mot, donc effectivement, une conférence événement sur la montagne de demain en 2 jours. Cette journée a permis de clôturer le programme et de montrer ce que le programme Smart Altitude que nous portons ici aux Ors pour la transition énergétique de nos stations a pu apporter et qui aujourd'hui amène un réseau européen de 27 stations à suivre la mise en œuvre de bonnes pratiques, d'échange d'informations, de WebGIS et autres. Ensuite, on a eu des tables rondes qui ont amené
notamment les présidents des fédérations, enfin de l'Association nationale des maires de stations de montagne, Jean-Luc Bock, qui est le maire de La Plagne, mais aussi Alexandre Molin, président de DSF, et Éric Brèche, le président des écoles de ski françaises, avec l'ensemble des acteurs, à donner leur vision des attentes à la suite de cette période difficile que nos stations ont vécue cet hiver, pour voir quelles sont nos attentes effectivement pour l'avenir. On a eu une table ronde aussi avec des industriels, donc les grands industriels, Veolia, SFR, Orange, EDF, RTE, qui sont venus indiquer quelles étaient leurs visions et les actions qu'ils mènent pour l'avenir de nos montagnes. Et puis donc une table ronde avec un certain nombre d'acteurs donc politiques, mais aussi donc Christiane Barret qui est avec nous de la stratégie pour l'Union européenne pour la région alpine, mais aussi donc des 3 régions qui constituent effectivement la SUERA, donc Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, l'idée était de partager avec un certain nombre de députés aussi, Marie-Noëlle Battistel qui était là, et des chercheurs aussi sur de l'INRAE, Emmanuel Georges qui est intervenu, pour indiquer quelles seraient les bonnes visions des dispositifs pour la suite, pour être efficaces, pour aider nos stations à aller de l'avant et la montagne plus généralement à engager la transition écologique qui est une obligation, et l'évolution des modèles touristiques attachés au fait qu'on a du réchauffement climatique. Madame Barret, peut-être vous voulez dire un mot sur les 2 ou 3 messages forts de cette journée? Bien, mais écoutez, cette journée a été effectivement organisée sous l'égide de la SURA, comme vient de le dire Pierre Voller, la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. C'était tout indiqué en effet, puisque ce projet Smart Altitude intéresse depuis le départ plusieurs pays européens. Et au fur et à mesure de son agrandissement, aujourd'hui, il y a 27 stations qui sont concernées. Donc, c'est effectivement important. Alors, comme il vient d'être dit, ça a démarré par la transition énergétique, mais nous en venons maintenant évidemment à une transition énergétique plus la transition climatique. Et puis la pandémie qui a rajouté la nécessité de réfléchir à la montagne de demain sous tous ses aspects. Donc les enseignements qui ont pu en être tirés, c'est que nous devons réfléchir collectivement, comme c'est ce qui a été fait tout au long de cette journée et qui continuera à l'être, c'est-à-dire réunir l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des élus, bien sûr, des socioprofessionnels, comme il vient d'être indiqué, les associations, les ONG, puisque nous avons également, à plusieurs reprises, évoqué le lancement des États généraux du tourisme en transition, qui auront lieu les 23 et 24 septembre prochains, co-organisés par Mountain Wilderness et l'association Territoire de montagne en transition. Donc ça, c'est vraiment, ça donnera lieu à une quarantaine d'ateliers dans les vallées alpines. Et nous espérons évidemment que nos amis euro-alpins s'y joindront. Donc un travail collectif pour faire de l'intelligence collective et donc inventer la montagne de demain, sans oublier les jeunes qui seront les décideurs de demain et qui mettront en pratique et qui iront plus loin que ce que nous pourrons définir nous-mêmes, les responsables actuels. Donc travailler ensemble, travailler en prenant en compte la diversité et la complémentarité de tous les territoires, puisque le constat a été fait qu'aucune vallée ne ressemble vraiment à sa voisine, qu'il s'agisse de spécificités topologiques, culturelles, sociales, géographiques. 1500 mètres d'altitude dans les Vosges, ce n'est pas 1500 mètres d'altitude dans les Alpes. Donc vraiment, les spécificités territoriales doivent être prises en compte. Voilà, l'intelligence collective, la spécificité des territoires. Et puis, l'ensemble évidemment des politiques et des moyens à mettre en œuvre. Le constat a été fait que ce n'est pas des moyens forcément supplémentaires, il en faut toujours plus, bien entendu. Et le plan montagne
va bientôt définir les moyens qui seront alloués à cette politique. C'est plus effectivement, mais je vais laisser mon voisin en parler, bâtir des projets qui soient adaptés à la fois au territoire et adaptés aux objectifs que nous poursuivons pour opérer cette transition écologique, climatique et sociale de nos territoires. Je ne vais pas aller plus loin, je répondrai évidemment aux aux questions. S'il y en a, nous le souhaitons. Vous voulez ajouter quelque chose, Fabrice Pannekoek? J'avais pas prévu, mais il se trouve que Christiane Barret vient de me tendre une perche. Alors, ça m'oblige de rebondir, mais de manière très rapide, simplement pour dire que au moment où nous avons lancé la SUERA, donc avec l'équipe France, c'est-à-dire à l'échelle de l'État et de nos 3 régions, on avait évidemment des ambitions qui planaient dans les esprits de chacun. Et cette SUERA nous a permis d'avoir des vrais instants de débat, de partage d'idées, alors à l'échelle du territoire français, mais globalement avec tous les partenaires, puisque il faut se souvenir toujours que quand on parle de Team France, ça veut dire qu'il y a aussi les autres pays qui nous accompagnent, et c'est bien avec l'ensemble qu'on a pu avoir ces instants de débat. Ces instants de débat, ils intéressent évidemment ce qu'on a dit aujourd'hui, ils intéressent aussi la manière avec laquelle on vit nos territoires de montagne et la place qu'on y laisse pour les jeunes. Et je vais insister sur cette dimension parce qu'on a eu 2 témoignages de jeunes dans le cadre de start-up tout à l'heure. C'est important de bien marquer aussi cette dimension citoyenne, cette dimension participative dans nos territoires. Et je m'en arrêterai là, mais ce qui est important, c'est que depuis février 2020, où nous avons lancé cette SUERA, cette présidence française, jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que ce qui était des ambitions parfois un peu floues s'est traduit en idées, avec une ambition très claire, et que ce qu'on voit ici chez Pierre Voller, ce qu'on a vu à Métabier il y a quelques mois, c'est que désormais on est rentré dans la phase concrète. Voilà. Et que dans ce moment où des financements nombreux autour de nous se structurent, eh bien, dans le même temps, on a défini ce qu'on voulait faire de nos territoires de montagne. En tous les cas, on commence à voir ce qu'on voudrait en faire. Eh bien, ce moment, il est un peu historique, je crois, parce qu'il va nous permettre de mettre tout ça en musique et de pouvoir passer à la réalisation, à l'action. On va donner la parole à Madame Lucchesi ou à Madame Méhould, et puis surtout aux journalistes. Après, si vous avez des questions à poser, donc ici en présentiel, sinon en distanciel, demandez la parole. Je m'adresse aux journalistes qui sont en visio. Demandez la parole via le chat, et puis on vous permettra de poser les questions. Voilà, donc si vous en avez d'ores et déjà, n'hésitez pas. Voilà, la parole à Chantal Méhould. Chaleureusement remercier Pierre Voller pour cet énorme travail qu'il a fallu faire, qu'il a fait avec ses équipes pour organiser ce forum. Donc vous dire que je n'ai malheureusement pas pu rester toute la journée parce que donc nous avions le secrétaire d'État à la ruralité, Joël Giraud, qui donc visitait un certain nombre de communes dans lesquelles je me suis rendue également parce que la région a participé donc au financement des sujets pour lesquels Joël Giraud donc se déplaçait. Mais j'ai évidemment donc suivi de près donc ce qui s'est dit malgré tout. Et ce que je retiens notamment, c'est que bien sûr nous y sommes. C'est ce que donc disait Fabrice, je crois maintenant. Nous sommes aujourd'hui rentrés dans la phase beaucoup plus active donc de la transition, de la transition des stations d'une façon générale, donc tout secteur confondu, mais que la crise sanitaire a accéléré cette transition parce que si on s'aperçoit que la montagne reste donc un lieu magique dans lequel donc à la fois les habitants permanents donc veulent rester, mais donc à la fois les touristes veulent poursuivre donc leurs vacances très régulièrement. Les week-ends, on a énormément de monde donc tous les week-ends de l'année, malgré donc les contraintes de distance, les gens sont quand même venus. Ça a accéléré très, 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 très fortement et ça nous impose aussi, nous, d'accélérer notre façon de travailler, la coordination également des politiques publiques, des dispositifs qui sont mis en place. Mais je retiens de cette journée donc le sentiment d'une volonté partagée
d'une transmission d'informations nécessaire aussi pour que nous puissions aller plus loin encore dans les dispositifs pour permettre aux stations aujourd'hui vraiment de s'adapter aux attentes de plus en plus exigeantes, de plus en plus parfois inattendues, auxquelles on participe aujourd'hui. Et Madame Lucchesi, si vous souhaitez ajouter un mot. Merci beaucoup. Donc, merci à Pierre Voller et à tous ceux qui ont permis l'organisation de cette journée. Effectivement, je pense que cet événement met en exergue d'abord que la présidence française de la SUERA a traversé des crises. La crise sanitaire était quand même pas la moindre des crises, et que c'est peut-être son organisation collégiale qui lui a permis de la surmonter de la façon la plus efficace possible. Et puis également, cette journée nous permet également de comprendre que nous sommes sur un territoire européen et que c'est bien le partenariat, la coopération et la solidarité qui va nous permettre de le faire avancer malgré le changement climatique et d'innover par rapport à la transition énergétique pour les territoires et pour les populations de l'espace alpin. Y a-t-il des questions des journalistes? Attends, j'ai une question en salle et puis ensuite Rémi Baldi. Ouais, allez au micro, ce sera peut-être plus simple, tout le monde vous entendra comme ça. Monsieur Pankouk? Attendez. C'est bon? C'est bon, allez-y. Je vous laisse vous présenter. Noé Philippot du Dauphiné Libéré. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur Pankouk, que la montagne pour le moment ne peut pas vivre sans le ski, mais la vitesse du changement climatique amène a priori une diminution du ski. Est-ce que ça veut dire une baisse inexorable du tourisme dans la montagne? Et si oui, par quoi on le remplace? Comment on y pallie? Alors, je vais vous faire une réponse qui n'est pas une réponse binaire, parce que ça serait trop simple. J'ai la conviction, et je sais que je ne suis pas le seul à la partager, d'abord, c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, c'est que quand on regarde l'économie de la montagne aujourd'hui, le ski occupe une place qui reste une place la plus importante, une place déterminante de ce qui fait l'économie locale. Et quand je dis économie locale, ce n'est pas pour faire de l'économie. C'est que sans économie locale, il n'y a pas de vie locale. Parce que c'est 8 à 9 milliards de chiffre d'affaires du ski, c'est des familles qui peuvent s'installer, et c'est toute une vie dans nos villages, dans nos vallées, qui est associée. Et je donnais tout à l'heure cette illustration, c'est que ce qui nous a permis de passer un hiver sans remontée mécanique, c'est qu'en réalité, il y a eu un accompagnement très très fort de l'État pour venir compenser les recettes et le chiffre d'affaires qui n'a pas pu se faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tenir le modèle à tout crin et en dépit d'une évolution naturelle du monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas ça. Parallèlement, il faut travailler sur de la diversification, et c'est aussi ce que j'ai dit, avec nos politiques d'espace valléen, par exemple, et un arsenal important de dispositifs, tant de l'État, des régions et des départements, qui permettent d'aller vers d'autres types d'activités, mais qui, en l'état, évidemment, ne remplacent pas l'importante économie du ski. Enfin, on ne peut pas s'adresser à un seul modèle. Et je vais, en bon savoyard, prendre 2 exemples savoyards pour illustrer ce que je vais vous dire. Quand on parle du territoire du massif des Bauges, en Savoie, on a évidemment un raisonnement aujourd'hui qui est très tourné vers la diversification. Alors la diversification, c'est une diversification qu'on qualifie d'ailleurs de 4 saisons, autour de nouveaux modes de glisse, autour de tubing, et puis autour de découverte des patrimoines,
Je n'ai pas cité la gastronomie tout à l'heure, alors je vais la citer maintenant, parce que sinon je manquerai à tous mes devoirs, et je la rajoute aux autres patrimoines que j'ai déjà évoqués, culturels, historiques et naturellement. Autre exemple que je vous prends toujours en Savoie, Val Thorens, qui est à 2300 mètres d'altitude pour son pied de station. Vous imaginez bien que les deux modèles que je viens d'évoquer ici, on ne va pas les raisonner du tout de la même manière. Et je vous ai volontairement pris deux exemples en Savoie. C'est dire si, à l'échelle d'une région ou à l'échelle de notre massif des Alpes, on a une myriade de modèles qui appellent du coup une myriade de réponses. Voilà. Donc, votre question était très claire. Ma réponse est beaucoup plus diffuse parce qu'en réalité, elle mérite, tout ça mérite énormément d'éléments d'appropriation. Pour compléter encore mon propos par rapport à tout à l'heure, donc les choses se feront de manière progressive. Nous sommes dans une diversification, quel que soit le modèle auquel on croit le plus, on est dans une forme de diversification, aussi parce que nous avons jusqu'alors eu un regard qui était très tourné vers l'hiver, alors qu'on sait très bien qu'il nous faut avoir aujourd'hui un réflexe qui soit multisaison. J'ai volontairement pas dit 4 saisons, parce que là encore, selon la station dans laquelle on se trouve, 4 saisons, ça peut vouloir ne rien dire. En revanche, qu'on puisse avoir 2 saisons, c'est-à-dire l'hiver et l'été, et que nous travaillons à un élargissement sur les ailes de saison, je crois que c'est une application possible de partout. On sait, et je crois que ce que je vais dire existe dans les Hautes-Alpes, je le dis sous le contrôle de Pierre Voller, c'est qu'il y a maintenant un certain nombre d'endroits où on a pu constater, mesurer, qu'on arrivait à un équilibre de nuitée entre l'été et l'hiver. Ça veut bien dire que voilà, le modèle évolue, on est maintenant dans cette démarche et on l'accompagne. Voilà, donc si j'avais été dans mon intervention de la table ronde peut-être un peu trop engagé, ça permet de vous donner ici la lecture la plus fine de ce que je pense vraiment, et avec une vision, vous l'avez dit tout à l'heure, qui n'est absolument pas dogmatique, qui s'adresse à nos territoires de montagne dans leur diversité. Pierre Voller, un petit mot pour... Oui, simplement pour donner l'exemple de ce que nous faisons ici aux Ors. On a aujourd'hui doublé le chiffre d'affaires de l'été dans les 5 dernières années, notamment avec un développement du VTT, par exemple, où nous aurons une Coupe du Monde l'année prochaine. Voilà, mais tout ça ne représente que 10% de l'activité de la station, c'est-à-dire qu'il reste 90% qui sont affectés à l'hiver. Ce que nous faisons et la stratégie que nous avons prise, c'est de continuer à consolider l'activité qui est moteur, qui permet d'avoir les ressources économiques pour aller de l'avant, en mettant en œuvre des nouveaux télésièges, par exemple, qui remplacent des remontées, avec la vision de la transition écologique, avec l'appui d'ailleurs de la région, et je le dis, Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui nous aide à le faire. Et de l'autre côté, effectivement, d'aller vers le développement de ces sports et loisirs complémentaires en essayant d'accélérer leur développement, avec notamment des notions expérientielles, d'attraction de nouveaux publics, de conversion en pratiquant régulier de ces nouveaux sports et loisirs pour essayer effectivement de développer des activités complémentaires avec la vision du modèle économique. Je le dis régulièrement, cet hiver, on n'avait pas de remontée mécanique, donc effectivement, on avait des clients. Mais quand on regarde au bout le retour, par exemple, de ce que la raquette, par exemple, peut apporter, ce qui est bien, on le fait, on met en place des itinéraires pour que tous ceux qui veulent le pratiquent ici. Mais ça ne peut pas être le modèle économique qui permet de faire vivre nos stations et surtout nos vallées en montagne toute l'année. La question de Rémi Baldi, de la Tribune. Vous parliez qu'on était dans le concret maintenant. Est-ce que justement vous avez des exemples, un ou plusieurs en tout cas, à nous donner sur une problématique donnée dans un territoire et le concret qui est censé y répondre? Merci. Je m'autorise de prendre la parole pour vous donner quelques exemples, et puis chacun pourra évidemment les compléter, mais on les a évoqués à l'occasion de la dernière table ronde notamment. Des exemples concrets, l'engagement, alors je suis désolé, je vais parler de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais l'engagement de la région Auvergne-Rhône-Alpes en direction des mobilités,
avec les ascenseurs valléens. Aujourd'hui, c'est en cours de réalisation entre la vallée de la Maurienne et la vallée de la Tarentaise. C'est réalisé pour partie dans l'Oisans, au moins sur une partie du panneau, et ça doit se compléter. C'est en voie de se réaliser avec une modernisation sans précédent du côté de Bride-les-Bains. Donc on est vraiment là en fond de vallée en direction de Méribel. Et c'est réalisé avec une restructuration majeure entre Bourg-Saint-Maurice et les Arcs. Voilà une réalisation concrète. Autre réalisation, celle-ci teintée un peu d'innovation, mais on est sur un territoire où on sait combien l'innovation est importante pour l'avenir de la montagne. La chenillette hydrogène, la dameuse hydrogène, le scooter hydrogène sur les pistes. On n'est plus dans l'utopie. On est à la veille de l'application en réel. Les prototypes existent, les démonstrations ont été faites, et on va pouvoir passer dans quelques mois, pour le plus rapide, jusqu'à une paire d'années, à une mise en œuvre absolument pratique. Dernier exemple. Il y a aux Arcs, où on a un exemple comme ça qui est en cours. Dernier exemple que je voulais évoquer, qui est l'hydrogène, où on l'a évoqué déjà cet après-midi, mais sur l'hydrogène, où les transports, là encore, soit en site propre, fonctionnent déjà, y compris d'ailleurs en électrique, avec de la navette électrique autonome. Ça existe en plaine, mais ça existe aussi en station. Je pense à Chamonix, je pense à Val Thorens. Et sur de l'hydrogène, sur des véhicules lourds, aujourd'hui, les développements sont en cours sur des bennes à ordures ménagères et sur du bus. Déjà sur de la navette 20 places, on est déjà prêt. Voilà. Et donc, pour revenir sur des exemples effectivement de réalisation concrète, la mise en œuvre dans le cadre du programme Smart Altitude que nous avons clôturé aujourd'hui, ici aux Ors, d'un système de maîtrise de l'énergie qui a permis, après un audit, de faire baisser la consommation de la station de 20%, de 25% la consommation, le coût, mais aussi de 100 tonnes de CO2, l'abaissement. Et ce système, qui est assez unique, est aujourd'hui répliqué dans un certain nombre de stations européennes. Deuxième point, sur le pôle expérientiel que nous allons développer ici aux Ors, avec l'aide de la région, de l'État, etc. Consiste à mettre en œuvre un dôme expérientiel qui va être destiné à attirer, avec des méthodes récentes numériques, du virtuel, des systèmes de simulation 7 axes vers les sports et loisirs de montagne, et un pôle sport innovation dont l'architecte a été retenu et qui démarre aujourd'hui, dont le but va être de mettre en relation les équipementiers, les rossignols, les commensals dans le domaine du vélo, avec les écoles de ski, mais aussi avec les fédérations, pour aider à développer plus rapidement la montée en performance, aussi bien des compétiteurs, en utilisant des capteurs, des systèmes de prise de vue sur le domaine, qui devient un domaine expérientiel, que ce soit pour le ski ou pour le vélo, mais aussi pour le pratiquant lambda, pour l'amener à pratiquer des sports et loisirs de montagne complémentaires dont on parlait tout à l'heure, plus rapidement, et l'aider à monter en performance et le fidéliser pour qu'il pratique ces sports. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ou questions de journalistes ? Alors, on retourne au Dauphiné libéré en salle, et puis ensuite Rémi Baldi. Est-ce que la crise sanitaire a transformé d'une certaine manière l'économie touristique de la montagne, ou en tout cas a poussé à une certaine transformation ? On vous entend mal. Approchez-vous du micro. Voilà. Est-ce que la crise sanitaire a transformé d'une certaine manière l'économie touristique de la montagne, ou en tout cas est-ce qu'elle pousse à imaginer des nouvelles choses, notamment sans le ski ? La crise sanitaire, elle n'a pas vu comment faire autrement. Elle a mis un coup d'arrêt sans précédent. Je veux dire, essayez d'imaginer, pour répondre à votre question, j'ai envie de dire, essayez d'imaginer ce qui se passe si finalement les aides de l'État
qui sont venus en compensation pendant cette période n'étaient pas versés. Que se serait-il passé? C'est une catastrophe sans précédent. C'est une catastrophe sans précédent parce que nous aurions plongé l'ensemble des métiers dans un coup d'arrêt brutal et sans préparation préalable de tout ce qui touche à la montagne. Et je ne parle pas ici que de remontée mécanique ou d'entretien de piste. Toute la restauration, tout l'accompagnement du back-office auquel on ne pense pas toujours, les salons de coiffure, qui restent parmi les difficultés d'ailleurs des accompagnements de l'État, les salons de coiffure, les imprimeries, les garages automobiles, et je ne prends que ces quelques exemples-là, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Voilà. Donc en réalité, la crise n'a pas permis d'anticiper un nouveau modèle. La crise, elle a accéléré le fait que nous avions initié un certain nombre de réflexions, de débats, de temps d'échange comme aujourd'hui. Elle les a nourris un peu plus parce que finalement, on se dit, ben, le truc est là. Voilà. Mais on ne s'est pas dit, il faut arrêter le modèle. On s'est dit, il faut continuer de travailler à la transition et à la diversification parce que c'est occupé d'évoluer et qu'une catastrophe peut arriver à un moment donné. Et comme je ne voudrais pas que vous soyez enfermés dans cette question simplement qu'une évolution du milieu conduit à un arrêt du ski, je veux dire que l'évolution des milieux en montagne, elle entraîne beaucoup d'autres paramètres qu'on n'a pas évoqués. Alors, ce n'était pas le sujet aujourd'hui, mais je crois utile de verser à votre papier. Quand on réfléchit aujourd'hui à l'évolution du milieu du fait d'une transition climatique, le premier sujet sensible, c'est d'abord la manière avec laquelle le milieu naturel lui-même réagit. La place de l'eau et les risques naturels. Je pourrais en citer plein d'autres, mais je ne cite que ces deux-là, parce que vous voyez que ces deux-là n'ont aucune incidence avec le fait de faire du ski ou de ne pas en faire. La question de l'eau, parce que ce n'est pas qu'il n'y a plus d'eau, c'est que son positionnement et sa répartition évoluent avec l'évolution du milieu. Les risques naturels, la vie en montagne est intimement liée à la question du risque naturel. Mais l'évolution climatique fait que les risques naturels évoluent eux aussi dans le même temps. Chute de blocs, coulée de neige, lave torrentielle évoluent de manière totalement liée à l'évolution climatique. Tout ça pour vous dire que quand on parle d'évolution du climat, ce n'est pas est-ce qu'on fera encore du ski en 2030 ou pas, c'est plus globalement, quand on aime les territoires de montagne, ce qui nous réunit quand même ici, c'est de se dire comment est-ce que le milieu avec lequel on vit va lui-même évoluer et compte tenu de son évolution, comment est-ce que nous allons pouvoir faire preuve de résilience. Ça y est, on l'a dit, c'est le mot à la mode et il faut à tout prix l'utiliser, mais cette question de la résilience, c'est de se dire comment dans un milieu naturel qui évolue, eh bien on est capable de faire en sorte que demain, on ait encore des populations qui puissent vivre dans les vallées et qu'on puisse les accompagner sur le plan sociétal, sur le plan de l'économie et sur le plan du développement et de la qualité de vie. Pierre Voller. Oui, juste un mot pour compléter. En effet positif, s'il en est, on a noté un rapprochement de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire que face à cette grosse difficulté, que ce soit l'Association nationale des meilleures stations de montagne, Domaine skiable de France, les écoles de ski, les CCI, les préfectures, les départements, les régions, tout le monde s'est rapproché et donc ça crée un environnement très favorable pour travailler, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, en utilisant les résultats déjà de tout ce qui a été fait pour aller de l'avant et construire très rapidement des actions qui seront très efficaces pour la montagne de demain matin. Une question de Anne-Cécile Audra. Je ne sais pas le nom de votre journal. Bonsoir, oui, merci de prendre ma question. Je travaille pour le web magazine Bleu Tomate, qui est basé à Marseille, qui est spécialiste des questions de transition dans le tourisme et dans l'agriculture. Moi, j'avais une question justement pour revenir sur ce que vous évoquez.
la place des populations locales et la manière dont vous souhaitez, ou vous le faites déjà certainement, les intégrer encore plus au modèle économique et au modèle de développement des stations. Vous avez parlé de participation des populations locales et des jeunes. Qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui est déjà en train de changer dans cette approche peut-être plus participative dans la construction des stations de demain? Merci. Pour la réponse, est-ce que Chantal, par exemple, vous voulez répondre? Moi, je veux bien. Oui, alors, donc, oui, donc, bien volontiers. Alors, c'est une... Chantal Léméhoud, on vous a perdu. Allô? Non, je suis là. C'est bon, on vous entend à nouveau. Je suis là, oui. Donc, je vous disais, la question de la journaliste porte sur la démocratie participative. Alors, l'exercice de la démocratie participative, nous élus, donc nous la connaissons donc globalement bien, puisque d'une part nous sommes soumis au suffrage universel, et d'autre part, donc une fois que nous avons été élus, nous travaillons en étroite concertation avec l'ensemble de nos concitoyens pour le sujet plus particulier des stations. Cette année, nous avons été donc à la fois surpris par la rapidité de l'exécution des dispositifs que nous devions mettre en place les uns et les autres, sans avoir donc pour autant le temps de le discuter avec l'ensemble de nos concitoyens, mais tous les acteurs de la montagne ont été associés tout au long des démarches qui ont été entreprises par nos régions, par l'ensemble des élus locaux. D'une part, donc au sein du comité de massif, c'est un sujet que nous avons beaucoup évoqué. Au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec le président Renaud Muselier, nous avons réuni donc tout ce que la montagne compte de décideurs, que ce soit le président de Domaines Cap de France, des Pulls Rouges, mais également donc les présidents de région, vice-présidents, présidents de conseils départementaux, acteurs économiques, de façon à ce que le mode opératoire et les décisions soient partagés, parce qu'il était urgent de mettre en place des dispositifs pour sauver l'économie de montagne. L'urgence, elle était là. L'urgence, elle était de pouvoir être aux côtés de tous ces métiers, de tous ces acteurs économiques qui ont souffert, dont certains n'ont pas du tout ouvert. L'ensemble des commerçants donc ont été fermés, ça a été désastreux. Même s'il y a donc des aides, des prêts à taux zéro, quelques financements à la fois d'État et de la région, et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en place de très nombreux dispositifs pour venir au secours de tous ces acteurs économiques, de tous ces employeurs qui ont mis sur le carreau énormément de nos concitoyens qui aujourd'hui sont en grande difficulté parce que certains sont au chômage, mais d'autres n'ont même pas le chômage. Donc, bien évidemment, donc c'est notre capacité à faire vivre cette démocratie participative qui nous a permis de développer, de mettre en place tous ces outils. Ils sont très nombreux, je pourrais les développer si vous le souhaitez. Un petit mot pour compléter de la part de M. Pankouk. Ce que je voulais dire simplement, c'est que pour le massif des Alpes, il y a la rédaction d'un document sur lequel nous avons travaillé à une échelle large qui s'appelle le schéma de massif. Et ce schéma de massif, il répond, Madame, à votre demande dans la mesure où il définit vraiment dans ses contenus la manière avec laquelle on vit sur les territoires. Et notamment où les populations se trouvent et comment elles se déplacent et comment elles vivent, comment elles trouvent à installer leur famille et à les faire vivre aussi. Donc je crois que cet élément, il est vraiment important et il va tout à fait dans le sens de ce que vous demandiez. S'agissant ensuite de la nature participative, je crois que la SUERA, dans la présidence française, aura été un très bon laboratoire. Parce que, et notamment pour la participation de la jeunesse, et c'est plutôt Bourgogne-Franche-Comté d'ailleurs qui s'est impliqué dans cette dimension avec sa présidente Marie-Guide Dufay, où en direction de la jeunesse, il y a eu ces assises de la jeunesse qui ont été mises en œuvre, voilà, la création, merci Christiane, la création du Conseil de la jeunesse à l'échelle de la SUERA,
qui du coup a permis à tous ces jeunes montagnards de l'arc alpin à l'échelle européenne d'être engagés, d'être dans la proposition. Et on a beaucoup appris d'ailleurs à leur contact au cours de ces derniers mois. Et ça permet ensuite, dans chacun de nos territoires, dans chacune de nos régions, de donner des idées de la manière avec laquelle on peut conduire cette organisation participative. Et si je Voilà, peux compléter... à moins qu'il y ait oui. un autre élément de réponse à cette question. Est-ce que je peux compléter? Oui. Alors, je ne sais pas qui parle, pardon. Liliane Lucchesi, région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Je voulais justement compléter par rapport donc à cette démocratie participative, parce que comme l'a dit M. Pankout, le premier conseil de la jeunesse sera créé en juillet 2021 pour une durée d'1 an, ce qui fait que les jeunes des 48 régions de la région alpine, de la SUERA, qui viennent de tous les pays européens, hein, France, Allemagne, Italie, Autriche, Slovénie, Suisse ou Liechtenstein, peuvent en faire partie. D'ailleurs, si c'est possible de le mettre, ils peuvent candidater jusqu'au 16 mai. Et ils pourront s'impliquer dans le développement politique et de projets à l'échelle alpine, justement qui répondent aux défis les plus urgents auxquels est confrontée cette région. Donc, ils font partie, et ça, c'est quand même une très grande avancée, ils font partie des organes de la SUERA et siègent à la table. Bon, c'est vrai qu'elle est tout à fait virtuelle en ce moment, hein, pour toutes les décisions, et ils peuvent proposer des actions, des projets et des sujets concrets, présenter des idées aux responsables politiques des États et des régions et sensibiliser aux spécificités de leur région à un niveau européen. Donc, il devait y avoir un camp de jeunes organisé en Bourgogne-Franche-Comté l'été dernier. Donc, on ne sait toujours pas cette année comment ça va se réaliser. Mais en tout cas, il y aura bien ce projet qui fait partie de Youth Shaping EUSALP, qui est organisé par le Tyrol et la Commission européenne et qui est soutenu par la présidence française. Il y aura bien un camp de jeunes SUERA avec divers outils en ligne pour la participation des jeunes et le concours de projet Pitch Your Project dont on a parlé tout à l'heure, qui aura lieu pour la 4e fois et sera mis en œuvre durant cette période. Voilà. Merci Madame Lucchesi, merci à tout le monde, merci aux journalistes d'avoir participé à cette conférence de presse. Voilà, il est 18h, on va en rester là. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir.